Nous lançons une nouvelle campagne d'appel aux dons et c'est moi qui ouvre le bal. Tous nos programmes seront désormais précédés d'une courte capsule d'appel aux dons comme celle-ci, car nombre de gens qui nous regardent n'ont pas conscience que nous avons besoin de financement citoyen. Nous ne dépendons que de vous, alors pour nous soutenir, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Notre survie en dépend. Et tout de suite, un nouveau numéro de Tout peut arriver. Catherine, Bonjour. salut. Je suis très heureux que tu sois là. Ben, moi, je suis très contente d'être là. Ouais, parce que ça fait longtemps que j'y pensais. Et puis, je sais pas, on va avoir une conversation tous les deux, parce qu'en plus, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et puis, on va parler de ciné madame, de ciné mensuel, on va parler de Charlie, on va parler de la vie, on va parler de Bob. Enfin, voilà. Ok, super. Et, On parle de tout ce que tu veux. J'étais assez triste de lire que dans ton édito de ciné madame, que l'affaire a l'air pliée. Enfin, alors que c'est un super journal. Enfin, moi, qui suis un mec, j'adore le lire. Enfin, Ouais, ben, c'est bien, on a atteint notre but. Si tu le dis, c'est très bien. On avait d'ailleurs beaucoup de lecteurs masculins. Écoute, je peux pas expliquer ce qui s'est passé, j'en sais rien. Je sais que ça a très bien marché sur les 4 premiers numéros. Et tout d'un coup, ça s'est effondré. Pourquoi? Comment? Alors, c'est vrai que c'est compliqué de s'installer dans les kiosques en France parce que le système de distribution, un nouveau journal, si tu n'as pas les moyens de faire des grands panneaux de pub, voilà. Mais pourquoi ça s'est effondré? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. 2,90 €, c'est pas très cher. Non. Là, il est toujours en kiosque, donc Ouais. il va être collector, ce dernier. Donc, il faut Tout que les à gens fait. qui voient l'émission se ruent pour Et puis sinon, l'acheter. comme il nous en reste quelques-uns, on va faire des petits paquets collector au cadeau de Noël. Mais t'es sûr que ça peut pas. C'était quoi l'économie du journal? Bah, écoute, l'économie du journal, c'est toujours pareil, hein. Quand on a lancé Ciné Mensuel, on voulait pas le lancer en fait, l'imprimeur nous a dit, vous y allez, et si ça marche pas, vous payez pas. Ok. C'était royal, ça. C'était royal. Et donc, j'ai appelé, c'est toujours le même imprimeur, quand j'ai eu cette idée de Ciné Madame, j'ai appelé l'imprimeur, je lui ai dit, dis donc, voilà, j'ai une idée. Il me dit, ah, celle-là, on ne l'avait jamais faite. J'ai dit, alors? Bah, il dit, alors, évidemment que je suis. Et donc, voilà, donc on l'a lancé comme ça, donc il a coûté, au départ, 0. Et le tirage, c'était de combien? C'était 80 000 sur les premiers numéros. Et puis, on est descendu à 50 000, et normal, enfin, le truc normal. Et puis... il est difficile à trouver, je sais pas. Écoute, voilà, c'est le grand mystère, j'y comprends rien. Donc déjà, c'est gonflé de sortir un journal aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. Je crois que c'est un peu inconscient. On a un projet, nous, aux médias, il faudrait que je te prenne conseil auprès de toi pour sortir aussi on va démarrer par un mensuel, mais... Ouais. Et ciné mensuel, bon, chaque fois, vous faites des relances, des appels, Alors, là, c'est un petit peu différent. C'est que nous, on fonctionne d'une manière très mère de famille avec son budget. Hein. C'est-à-dire que jamais on prend un sou, on sort d'argent, on prend pas de dividendes, on prend rien de toi, tout ça. Tu ne payes pas Si je me paye. Oui. Non, tu dis on ne prend pas un sou. Tout le monde est payé. Non, mais il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas... Ah oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, par exemple, sur le dernier appel de fonds, on avait recueilli 190 000 €, ce qui était formidable. Et hélas, il y a eu les attentats de Charlie, ce qui était pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, du coup, on a sorti un numéro spécial qui a rapporté beaucoup d'argent. Je me rappelle. Et puis après, il y a eu la mort de Ciné, encore hélas. Et pareil, on a sorti un numéro qui a gagné beaucoup d'argent. Donc, si tu veux, on avait une belle cagnotte d'argent et on a vécu dessus pendant des années. C'est-à-dire que ce qu'on perdait comme argent tous les mois, c'est pas grave, on tapait dans la cagnotte. Le problème, c'est que la cagnotte, elle finit par se rétrécir. Et donc là, j'ai pris des mesures pour baisser le prix du coût du journal, c'est-à-dire j'ai diminué la masse salariale, parce qu'il n'y avait pas très moyen de faire autrement. Il vaut 5,50 € aussi. Ouais, il va augmenter. Ouais. Il va augmenter parce que ça fait partie des choses qu'il va falloir faire. Et il y a un contenu, c'est quand même solide, quoi. Il y a du dessin, il y a du texte. Enfin, on passe du temps à le lire. C'est quand on veut le lire attentivement. Et c'est unique dans le paysage, quoi. Enfin, je crois, oui, parce que nous, c'est toujours... Enfin, moi, je pratique toujours de la même manière, hein, depuis toujours. C'est-à-dire qu'on donne les clés aux gens, puis après, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, les décidateurs, ils sont là pour nous faire rire, parce qu'il n'y a que pour faire rire sur l'actualité, qui est quand même pas super rigolote. Non. Mais ils arrivent à nous faire bien rigoler. Et c'est bien, quoi, d'allier les deux, d'allier... Et là, les ventes, c'est combien, à peu près?
Nous, on tourne autour mensuellement de 16 000 ventes à peu près. D'accord. Voilà. Et 16 000, vous n'arrivez pas à équilibrer? Vous équilibrez? Alors, on va y arriver avec les mesures que je viens de prendre. D'accord. C'est-à-dire qu'entre la collecte de dons là, et le fait que j'ai dû réduire les prestations que j'avais mensuelles. Et... Donc, on doit y arriver là. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, on change la maquette d'ailleurs, le journal devrait être pérenne, sans appel de dons, sans rien du tout, devrait vivre de ses propres... Alors, en espérant qu'évidemment, qu'il n'y aura pas une catastrophe, que les lecteurs... Parce que nous, il n'y a que les lecteurs qui nous donnent des sous, il n'y a personne d'autre. C'est l'achat. Charlie Hebdo, c'est pareil, c'est que les lecteurs ou ils ont des... Ils ont un peu une cagnotte. Hein, oui, je sais qu'ils ont les cagnottes, mais je veux dire, il n'y a pas d'aide publique à Charlie Hebdo. Alors, ils en ont sûrement plus que nous, parce que nous, on est un mensuel et il y a plein de choses auxquelles on n'a pas droit. Par exemple, les frais de la poste, tout ça pour les abonnés. Mais ils doivent avoir des aides, oui, bien sûr. Nous, on a le CICE et puis une petite aide du ministère de la Justice, de la Culture. Ah, vous avez cette aide-là aussi? Oui, on a un petit peu. Bon, enfin, ça ne va pas très loin. Et donc, je pense qu'ils en ont plus que nous, puisqu'ils sont hebdomadaires. Ouais. Tu as vu leur une sur la République islamiste? Oui, j'ai vu, oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je n'étais pas fier pour eux, quoi. C'est horrible. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu ça, j'étais sur le cul. Ouais, voilà, quoi. Je comprends pas. On avait l'habitude, on peut dire du mal d'ailleurs. Enfin, moi, on avait l'habitude d'une un peu naze et moi, je sais pas, il y a certains trucs qui me font rire, vu humain, des choses comme ça. Oui, mais voilà. Mais de toute façon, sur un hebdo, on peut pas avoir des unes formidables toutes les semaines. Ça n'existe pas. Ça. Mais là, c'est pourri, quoi. Enfin, c'est un truc. Je les ai pas. Avec quoi ils raisonnent, quoi. J'ai du mal à suivre. Hein. Ils sont dans le mouvement qu'il y a en ce moment. Vous avez traité, vous, le voile et tout ça Alors, le voile, on l'a traité un tout petit peu dans l'édito. Le mois dernier, on a fait une couverture sur l'immigration. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'était un grand chariot avec un panneau, l'immigration qui cache le chômage, qui cache la retraite, qui cache tout ça. Et moi, je reste persuadé que tout ça, c'est effectivement, on parle de l'immigration, du voile pour cacher le reste, quoi, pour faire voilà, parce que ça marche bien. Et puis alors les médias, ça reprend. Et vas-y, Madame Le Pen. Et on ne voit que à la télévision. C'est très très bien. Parce que moi, je regarde la télévision parce que on a beau dire la télévision, il y a encore du monde qui la regarde. Et c'est juste effarant ce qui se passe sur les chaînes continues, bien sûr. Mais même sur d'autres chaînes, c'est hallucinant, quoi. On donne la parole à l'extrême droite en permanence. Or, personnellement, je pense qu'il ne faut pas leur donner la parole. Ah, tu serais toujours pour l'interdiction? Ah, mépris total. Je veux dire, voilà. Donc, je vais te raconter une anecdote. Vas-y. À droit de réponse, il y a Le Pen un jour qui a traité Pelac de hyène puante. Très bien. L'émission suivante, en direct. Il faut dire que tu étais la productrice la rédactrice en chef, la rédactrice en chef de Droit de réponse. Ouais. Et donc, on a mis une hyène sur le plateau empaillé, sans commentaire. Et ensuite, on avait annulé l'émission. On a passé Nuit et brouillard à la place, qui était interdit à la télévision. C'est la première fois qu'il passait. Pourquoi Nuit et brouillard était interdit? Parce qu'il était interdit à la télé. Mais c'est dingue, je ne savais pas ça. Si. Mais pour quelle raison? Il faut leur demander. Hein. Mais c'était interdit, donc on l'a passé sans demander à la chaîne, sans demander à qui que ce soit. C'était Bouygues? Et on a annulé. Non, c'était pas Bouygues. C'était avant Bouygues. Oui, c'était avant Bouygues. Tu sais, Bouygues, on a vécu... on a fait deux émissions avec Bouygues. Hein. C'est tout. Oui, parce qu'il faut dire... je ne sais pas, j'ai tellement de questions à te poser. Tu as eu tellement de vies différentes. Et alors, quand je t'entendais parler là tout à l'heure, je me suis dit Bob sort de ce corps, quoi, parce que Bob aurait pu dire la même chose que toi par rapport au FN. Il était d'une violence. Oui. Je veux dire, je veux bien entendre que les gens sont coincés avec leur crédit, qu'ils ont peur de leur ombre, je ne sais quoi et tout. Mais sérieux, quoi. Comment peut-on croire toutes ces conneries? Je ne comprends pas. Enfin, il suffit d'aller regarder un peu les travaux. On sait que les immigrés, les fameux immigrés, rapportent de l'argent à la France, ils dépensent leur argent en France, ils vivent en France. Ils en envoient un peu, mais c'est ici que ça se passe. Même ils payent leurs impôts quand on leur donne des papiers. C'est quand même extraordinaire. Donc, je veux dire, et puis maintenant, je sais pas, il paraît qu'il y a des métiers que personne ne veut faire. On se demande pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont trop mal payés. Et est-ce que vous, à Ciné Mensuel ou à Ciné Madame, vous avez été invité un peu sur les plateaux? Est-ce qu'il y a des journalistes qui parlent de vous? Ou est-ce que vous êtes
complètement ostracisé. C'est assez rare. Moi, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, j'ai eu droit à quelques portraits de J'ai gens lu sympathiques. Un super portrait de toi sur un site. Basta, non? Bondibologue, il y a quelques jours. Oui, voilà. Ouais, mais j'ai eu l'IB, j'ai eu le Level Up. Je suis devenu Mais médiatique mais à mon âge. Enfin, c'est dingue. Plus ou pas. Et je ne sais pas ce qu'il leur prend. Le papier du Bondi Blog, je vous invite à le lire, il est très émouvant parce que et moi, ta rencontre avec Bob, le Festival de Cannes et tu sais, tout ça, moi je savais pas tout ça, quoi. J'ai vu des photos de vous à l'époque. Enfin, tu peux me raconter cette rencontre avec Bob et surtout avec Cavana. J'ai fait le film avec Cavana, j'ai interviewé Bob. Ce que je disais avant l'émission, je pense avoir été le dernier à voir. Ouais, c'est fort probable. Tu te souviens, dans mon film, il y a ce passage incroyable à l'enterrement de Cavana, au Père-Lachaise, où Bob dit il y a une rumeur qui court dans Paris selon laquelle, entre Cavana et moi, il y aura un concours sur celui qui va clamser le premier. Alors attends, si ça avait été moi, je suis sûr que Cavana aurait été super triste aujourd'hui. Et puis là, tout le monde pleurait, quoi. Enfin, quand et en fait, il l'a suivi peu de temps après, quoi. Enfin, c'était. Cavana avait écrit il y a peu de temps. On me dit qu'un bruit court, comme quoi il existerait un pari consistant à prédire qui, de Ciné ou de moi, lâchera la rampe le premier. Je savais qu'un tel pari circulait, mais je ne vous étonnerais pas si je vous disais que j'avais refusé catégoriquement d'y participer. En effet, c'était vraiment un jeu de con, car si je misais pile, il partait avant moi et j'étais triste comme je le suis aujourd'hui. Si en revanche, je choisissais face, c'est moi qui décrochais avant lui, et c'est lui qui, en ce moment, serait là en train de bafouiller à ma place. En fait, mon vœu le plus cher eût été qu'on soit tous les deux immortels, pour continuer à faire chier ad vitam aeternam tous ceux qu'on détestait en commun. Mais d'ailleurs, c'est marrant, ils sont beaucoup vus les dernières années. Beaucoup, tous les deux. Dès que Bob allait à l'hôpital, boum, il y avait Cavana qui se pointait. La dernière fois que j'ai vu, c'était chez lui. C'était pas très longtemps, ça bas. Puis quand on est parti, il s'est mis en face de moi. C'est vrai que Cavana, moi, j'avais pas fait gaffe, mais il était vachement grand. Il était beau, mais il était grand. Une grande baraque, quoi. Et moi aussi, j'étais grande. Puis il se met en face de moi, il me fait « T'as vu, on fait la même taille ». Je dis « Bah... » Et alors? Il dit « Mais ça veut dire que j'ai beaucoup rapetissé. » Je dis « Mais non. » Voilà, bon. C'était triste à Comment souvenir. tu les rencontres la première rencontre, c'est Bob Oui. Non, en fait, voilà, je t'explique. J'étais très ami avec avec la femme de Ferreri, d'accord, Marco Ferreri. Ouais. La grande bouffe, tu vois. Ouais. Et toi, excuse-moi, Catherine, j'ai découvert, tu étais plutôt une bourgeoise ou une fille de moi, je suis né chez les Bourges, oui, 16e Neuilly, oui, tout à fait. D'accord. Mais un peu en rébellion quand même. Ouais. Voilà. Les curetons, tout ça, c'était très, très bizarre parce que ma mère était d'origine juive, mon père était coteau. Et en gros, quand mon père a décrété qu'il allait épouser ma mère, il a eu ses valises sur le palier, quoi. Enfin, et tout ça était tu, personne ne disait rien. Ah oui. Donc moi, je n'ai rien compris, quoi. Je savais qu'il y avait un malaise, mais lequel, je ne savais pas, quoi. D'ailleurs, je m'excuse, je te coupe, mais après j'oublierai de te poser la question. J'ai trouvé, un moment, il n'y a pas très longtemps, tu as décidé de t'appeler Catherine Veil-Ciné. Alors tout le monde t'appelait Catherine Ciné, et j'ai découvert à cette occasion... Et je l'ai pris, c'est la loi, non? Oui, non mais d'accord. Oui. Mais pourquoi tu as pris cette décision? Qu'est-ce qui t'a... Pour leur dire merde. À qui? Bon, à tous ceux qui... Il y en a même qui ont dit que j'étais probablement antisémite aussi. Tu penses à Philippe Val et Je à toute pense la à clique. Philippe Val, oui. Ouais. Je sais pas si on va se gâcher la soirée à parler de lui, il vaut mieux pas, quoi, puisque... peut-être on verra. Non, mais voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça me trottait. Comment, alors que donc t'es cette bourgeoise-là, et t'as quel âge à ce moment-là? J'ai jusqu'à ce que je me marie pour partir. Hein. En fait, je me marie avec un Italien? Non, pas du tout. Avec un Américain que je rencontre en Allemagne, qui ne travaillait plus, qui avait décidé d'écrire. Bon, voilà, je suis marié, parce que voilà. Et puis bon, ça n'a pas duré évidemment. Et ensuite, j'ai rencontré un Italien par Jacqueline Ferreri, qui est devenu donc le père de ma fille, un peu inattendu. De Stéphane. De ma fille Stéphane Mercurio. Et donc un peu inattendu comme histoire. Mais à l'époque, c'était très compliqué parce que moi, j'étais toujours mariée. Si son père l'avait reconnu.
Ouais. ce qui aurait été extrêmement possible. À ce moment-là, moi, il fallait que je me déclare mère inconnue. Et ça, je voulais pas. C'est dingue, ça. Donc, ma fille porte le nom de mon premier mari qu'elle n'a pas connu, quoi. Mercurio. Voilà. Et donc, j'ai fait... voilà, j'ai eu une môme, mais comme... T'avais quel âge? J'avais 20 ans. Et, Et tu vivais en Italie, à Rome ou... Je vivais... non, je vivais à Ibiza, moi. À l'époque où c'était pas encore... C'était quelle année, ça? J'ai vécu à Ibiza en 60 et ensuite à cheval 62-63. Voilà. Et puis, il se trouve que... ça, c'est des histoires un peu sinistroses, mais enfin bon, mon mari m'a enlevé ma fille. Il l'a kidnappée. Et là, je n'ai pas aimé du tout. J'ai fini par la retrouver. Et là, je me suis enfui en avion et j'ai atterri en France. Avec ma fille sous le bras, puis rien, quoi. Ouais, pas de valise, uniquement rien, une petite robe. Rien. Et mes parents avaient une maison dans le sud, donc voilà. Et donc Marco présentait son film à Cannes, un film à Cannes, à Peregina. Et c'est drôle parce que c'était Marina Vladi qui a eu le prix d'interprétation. Elle m'a toujours dit que je lui ressemblais. Enfin, tout ça était il faut dire à l'époque, moi j'ai vu des photos, t'es toujours une bombe atomique, mais à l'époque, t'étais une bombe atomique. Voilà, Cavana nous m'en avait parlé, enfin tous les gens de Charlie, t'étais la plus belle. Enfin, il y avait beaucoup de belles nanas dans l'équipe, mais quand même, Et là, donc tu t'es à Cannes. Je suis à Cannes, donc on va à ce repas et tout, et le dîner, quoi, de Cannes. Bon. Et puis, j'ai un mec à côté de moi. Et moi, il faut quand même... il t'arrivait à... Non, il était plus petit que toi, oui, non il était plus petit que moi, oui. Et en plus de ça, il faut te dire qu'à l'époque, moi, j'ai vécu 12 ans à l'étranger. Donc moi, si je connais pas... c'était une vedette, quand même, dans les années 60. Mais moi, je la guerre d'Algérie, il avait beaucoup dessiné. Oui, mais moi, je ne vivais pas en France. Hein, donc, voilà, vite. Puis bon, je sais pas, je sens qu'il me dragouille un peu, mais je m'en fous, quoi. Puis je fais pas attention à lui, quoi. Et puis, 1 an et demi après, 2 ans. Donc, alors, Marco, sur son film, et de Cochecito, a demandé son affiche à Ciné. D'accord. Donc, il était copain avec Ciné. Et moi, j'étais copine avec Jacqueline. Et donc, bon, voilà. Et puis, 1 an et demi après, peut-être, entre-temps, j'avais créé un journal en Italie, etc. J'habitais en Italie. Et j'étais de passage à Paris, et Jacqueline Ferreri, toujours elle, m'appelle et me dit viens me rejoindre, etc. Je lui dis écoute, fatiguée, non, et viens. Bon, finalement, je me pointe dans la boîte où elle était, vers minuit, et j'attends, je dis qu'est-ce que je fous là, moi, et tout. Attends, puis je vois une espèce d'énergumène, Ciné, bourré comme un petit lu, dégringoler les escaliers, tête, enfin bon bref, cul par-dessus tête, et qui arrive à moi, qui dit « Ah, enfin vous !» Je regarde, je dis... Tu te souvenais de lui? Pas du tout. Et vous êtes qui, vous? Puis il dit « Mais vous êtes la femme de ma vie. » et tout. Bon, il me dit, bon, c'est bon, il est bourré, bon, on discute un peu, puis je lui dis, bon, écoutez, là, moi, demain matin, je bosse, j'étais à Paris pour bosser, si vous voulez absolument me revoir. Ah oui, et puis il voulait me prouver qu'il m'avait suivi partout, et donc il sort son carnet d'adresses, et j'avais effectivement beaucoup déménagé, tant à Rome qu'à Milan, et il avait toutes mes adresses, mes téléphones. Je lui dis, mais... Le soir, bourré, il te montre quand même ça. Ça va, il n'était pas si bourré, alors. Non, il avait dans sa ligne de mire. Et je lui ai dit, bon, bah, rendez-vous demain matin à 8h30, 9h, je sais plus, rue de Rennes et tout. Il est arrivé. Et puis on s'est plus quitté, quoi. Bah. Voilà. Ah non, c'était le coup de foudre. Oui, ça a été le coup de foudre, absolument. Et ça a duré 50 ans. Et alors, là, on est en 65, un truc comme ça, 65, 66 66, 65. Ouais. Enfin, 66. Donc il y a déjà Harakiri. Oui. Et comment toi, tu rentres dans la bande? Et toi, c'était quoi ton canard en Italie? Ragazza Pop, ça c'était... Alors, c'est marrant parce que c'est pas par hasard si j'ai refait Ciné Madame, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. En plus, on était en Italie, le divorce interdit, etc. Et moi, je suis quand même une nana qui filait sans droit de vote. Je te parle même pas de droit de bosser, d'avoir un chéquier, l'autorité parentale, tout ça était des choses totalement bizarres dans mon monde. Mais bon, j'en ai pas souffert parce que, évidemment, je vivais pas dans un milieu où on interdisait tout ça aux femmes, mais quand même, quoi. T'avais rompu avec ta famille quand tu étais en Italie? J'ai rompu avec ma famille très vite, oui. Donc, tu étais autonome financièrement, tu gagnais bien ta vie? Non, je gagnais pas bien ma vie. Enfin si, quand j'ai fait le journal, ça allait, mais non, je gagnais pas bien ma vie du tout. Je ramais, je faisais des traductions, je
je faisais un peu l'actrice, je détestais ça. T'as joué dans quoi? Dans quel film? Bon, j'ai joué dans un film de Marco, un sketch, et puis, moi aussi, quand même, des grands noms. Hein. Le frère de Fellini, figure-toi. Ah oui? Oui. Et puis, bon, des conneries, quoi. Et donc... Et là, Bob, donc, quand tu quittes l'Italie, tu as un job, tu fais ce journal, mais Ah tu oui, tombes je fais le amoureuse journal. de Bob. Voilà, et qui est à Paris, et qui ne veut pas en bouger. Et donc, toi, c'est un choix quand même important. Tu romps avec ta vie italienne et tu décides. Ouais. Vous habitez où à ce moment-là? Dans Paris? Ah non, on n'habite pas du tout ensemble. À l'époque, dans un premier temps, on n'habite pas du tout ensemble parce que il était marié, en train de se séparer. C'est pas moi la cause, mais bon, c'était en cours, donc c'était un peu compliqué. Il avait pris un studio avec un de ses potes où il faisait la bringue. Hein. Et donc, moi, je retourne, la queue entre les jambes, c'est pas le mot, mais enfin, quand même un peu, chez ma mère, avec ma fille. Oui, mais tu restes pour lui. Ah, bien sûr. Parce que Je ton rentre pince- sur Paris pour lui. Je Il n'ai pas avait mis les pieds combien à d'années Paris plus depuis. que toi? 4 ans? Il avait 13 ans et demi. Ah oui, quand même. Ouais, Tu vois, je ne pensais pas. Ouais. Et donc, alors lui, comme ma mère habitait à Neuilly, il voulait pas mettre les pieds à Neuilly. Enfin, c'était un truc de fou. Et tant et si bien que un an plus tard, en 67, c'est ça, je vais par hasard déjeuner avec un ami qui amène un de ses amis et qui était de passage à Paris. Je lui dis, ah bon, il dit, oui, je pars en Italie chercher une fille parce que j'ai repéré que je veux engager dans mon groupe de presse. C'était le propriétaire d'un des plus grands groupes de presse au Brésil. Je dis, ah bon, comment ça s'appelle? C'était moi. Ah, j'ai dit, écoutez, c'est parfait. On va signer le contrat sur la table. Et c'était pour bosser dans quoi, là? C'était pour diriger le groupe de presse féminin qui était d'un truc, ils avaient une trentaine de journaux qui étaient basés à São Paulo. Et donc, j'ai signé. Puis le soir, j'ai dit à Bob, On va vivre au Brésil? Non, je lui ai dit, allez, fais ta vie, je fais la mienne, salut. On n'a pas cru. Là. Mais quand même, je l'ai fait. T'es parti? Oui. T'es resté combien au Brésil? Bon, je suis pas resté longtemps parce qu'il est venu me chercher vite fait. Je suis resté Bob 8 a mois. pris l'avion, et 8 mois quand même. Ouais, mais oui, enfin j'ai travaillé pour eux presque un an, quoi, parce que je suis parti en Russie pour eux, je suis parti. Et ensuite, alors il y a eu mai 68 entre-temps. Oui. Et Bob était très actif. Oui. Toutes ces affiches qu'on voit aujourd'hui. Ouais, et puis donc il m'a écrit, je sais pas si tu as vu, il m'a raconté tout. Oui. À la ciné, évidemment. Et il l'a publié, ces lettres, enfin, la partie politique des lettres, pas la partie intime, bien sûr. Et puis, finalement, il est arrivé fin juillet au Brésil, et là, je lui ai dit, il était malheureux comme une pierre, lui. Ah non, il était content de me revoir. Et puis, mais il ne pouvait pas vivre sans toi, il est venu te chercher. Non, il est venu me chercher. Ouais. Et toi, tu pouvais vivre sans lui ou non? Mais bon. Alors, tu as lâché le boulot au Brésil et tu es reparti. Voilà, et hop, rebelote en France où personne ne me connaissait. Enfin, c'était monstrueux. Mais quoi. Bob avait quand même, il dessinait beaucoup, il était très connu, il était très politique. Enfin, c'était sans doute de la bande le plus politique. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne voulait pas travailler dans certains journaux, dont même de Harakiri, par exemple. Il n'a jamais voulu y travailler. Et là ça va, il gagnait bien sa vie. Enfin, où c'était compliqué? Tu sais, il n'a jamais gagné sa vie vraiment en tant que dessinateur. Bob, il gagnait sa vie, mais très peu. Et puis il y a eu des moments où il ne gagnait pas du tout. Par exemple, en 68. Alors lui, il a toujours fait plusieurs métiers, en fait. Il a, par exemple, dans les années 60, quand on est revenu, il travaillait pour la Sonatrach, dont, tu vois, le pétrole algérien, dont il a fait absolument toute l'image de marque. Du sigle aux stations essence, aux tenues des footballeurs, aux raffineries, tout. Ils ont tout perturlé. Et il y est resté plus de 10 ans, quoi. D'accord. Et parallèlement, il bossait dans Harakiri, Charlie, comment ça s'est fait? Non, il n'a jamais travaillé à Harakiri, il a commencé ses réserves un jour. Pourquoi il n'a jamais bossé à Parce qu'il Harakiri? ne les trouvait pas assez politiques. Mais il n'y a pas des petits dessins de lui? Jamais il a rien publié? Ça commence mal, d'ailleurs. Donc, Réserve l'appelle, on lui dit, écoute, merde, tu viens et tout. Bon, il y va, et il y a la révolution des œillets. Ah oui. Donc on part dans le premier avion pour aller à Lisbonne et il écrit ce qu'on a vu, c'était horrible, quoi. Et entre autres, on avait été visiter une prison avec les PIDS, qui était vraiment, qui était la police. Je me rappelle qu'il a écrit beaucoup là-dessus. Et Cavana a fait. Ah non, ça c'est pas possible. Et puis là-dessus, les fameux PIDS en question qui étaient dans les prisons se sont échappés.
s'enfuit. Et là, Cavana a fait « Ah oui, quand même, finalement, oui ». Et à partir de ce moment, il n'a plus jamais quitté Charlie. Mais il est arrivé tardivement, Charlie. Oui, je sais qu'il est Très arrivé tardivement. tardivement. Ouais. Et il était, en mémoire des archives, il avait une place particulière à Charlie Hebdo. Oui. Et il Alors, était ça souvent en dépend- opposition, il gueulait, enfin, mais après il se rabibochait, mais ils étaient Alors, tu parles du premier ou du deuxième, Charlie? du premier. Du premier. Ouais, il y a une archive, effectivement, Ouais. on voit dire, ouais, bah, si tu veux pas de mon dessin, tu n'en auras pas d'autre, parce que oui, il était très comme ça. Mais bon, alors, ça se passait bien, en gros, franchement, ça se passait bien, quoi. Et on y allait à chaque bouclage, donc toutes les semaines. Oui. Voilà. Donc toi, C'est tu as que- connu la grande époque Oui. des nanas à poil, du champagne, de Choron. Oui, alors, sur Charlie, il n'y avait pas... Enfin, de temps en temps, il y avait toutes les nanas à poil. D'ailleurs, sur une des photos avec les nanas à poil, tu regarderas bien, je suis sur la gauche, Et t'es pas à assise poil. sagement, Ouais. avec Sylvie Caster dans Ouais, qui les n'était pas à milieux. poil non plus. Non, et la dernière fois, je l'ai vu, elle me fait « Tu te souviens, putain, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu ?» C'est Ouais. vrai. Mais non, Charlie, c'était autre chose. C'était pas Harakiri, quand même. Alors, il y avait... c'était marrant, parce que tu avais la grande table avec les dessinateurs réserves, Volaski, Chébé, Puis tu avais les petits jeunes à le bout de la table. Alors, tu avais Humain, tu avais Kerali, tu avais Hugo, tu avais... Et Lefred, des fois. Lefred, Assez rarement, mais... Ouais, Nicoulot. Ouais. Et c'était les petits jeunes, tu vois. Ils étaient avec des yeux comme Et des Bob soucoupes. les adorait, les petits jeunes. Donc, non, voilà. C'était... Et après, lui, il est tout de suite dans le deuxième Charlie. Oui, bah, il était à la grosse Bertha, et lui, à l'époque, il n'a pas... Parce que Bob, il n'y va jamais. Hein. Alors, contrairement au premier Charlie, où on y allait toutes les semaines, après ça, il n'y va plus du tout, et il envoie son dessin. Je Alors, sais la pas grosse comment il Bertha, fait. pour les gens qui ne savent pas, c'est Oui, alors, c'est le journal de Fort Cadell, Voilà. et de je ne sais plus quel éditeur. Oui. Dans lequel arrive le coucou Philippe Val, qui va Amené par Cabu. amener par Cabu et qui va transformer ça. Alors, pour une raison, ils sont engueulés et ils ont décidé, mais vraiment dans la nuit, de faire un journal. Et là, on a raté le coche avec Volin parce qu'il nous a appelé pour nous demander si on pouvait mettre un peu de sous. Bob a dit, moi, je vais jamais travailler en payant. Volinsky a dit qu'il avait pour un rond, donc on n'est pas devenu actionnaire. Et c'était dommage parce qu'on aurait un peu vu les choses plus tôt. Bah oui. Mais donc voilà, et tout le monde y est parti, quoi. Oui, Alors, enfin, presque tout le monde. presque tout le monde, pas tout le monde. Pas tout le Choron. monde. Pas Choron. Oui, pas Il Choron. avait déjà le fin nez dès Mais le... Choron, il n'était pas non plus la grosse Bertha. Hein. Choron, Non, mais il était... Enfin, c'est toute l'histoire que je raconte dans Mohican, dans mon Oui. livre. Très beau livre d'ailleurs, compliment. Merci, Catherine. Droit de réponse, c'est à quelle époque, quand tu es embauché à Alors, droit de réponse, c'est beaucoup plus tard. En fait, toujours, parce que moi, le hasard dans ma vie compte beaucoup. Donc un jour, Pollack appelle à la maison parce qu'il avait demandé à Sidney de venir dès le premier droit de réponse. Pollack écrivait dans Charlie Hebdo. Ah non, c'est dans C'est le bien nouveau plus Charlie tard. après, Oui. c'est dans le nouveau, Oui. c'est bien Ouais, après, j'imagine. c'est le droit de réponse. Et ben c'est moi qui leur ai dit, Oui. Michel. Bon. Et donc, il appelle à la maison en disant, je crois qu'il voulait parler à Bob. Et ben, à l'époque, on n'avait pas les portables, tout ça. Il n'y avait qu'un téléphone dans la maison. C'est moi qui décroche. Ça va? Non, ça va pas. Ah bon, pourquoi? Bah, émission, elle marchote pas très bien. Puis je veux faire une émission sur la fin de Charlie. Et j'y arrive pas. Je dis, arrives pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Ben, je sais pas, ils veulent pas venir. Je dis, attends, je t'arrange ça en 2 coups de cuillère à peau, moi. Je dis, comment tu fais ça? Je vais te le faire. Et puis voilà, je suis rentré Donc à la droit de réponse fameuse comme ça. émission que tout le monde a vue. Voilà, c'était avec la 4e en Gainsbourg. fait. Non, la 3e, 4e, je sais plus, la 4e, pardon, je sais plus. Oui, avec Gainsbourg et tout. D'ailleurs, c'est Et donc drôle. toi, tu es au parce que courant de toutes les coulisses et tout ça. Donc Ouais. comment ça s'est passé Parce que oui, il faut dire, bon, Charlie Hebdo ça s'arrête à ce moment. Enfin, vas-y, raconte. Ben, Charlie Hebdo, elle va mal, elle va très très mal, parce que Choron, il a eu des... Enfin, il jonglait avec le pognon d'une manière quand même assez bizarre. Quoiqu'il avait toujours l'air d'en avoir, mais en fait, il n'y avait rien. Et puis, il payait plus, sauf Sidney, parce que Sidney disait pas payé, pas boulot. Donc lui, il payait. Et donc, on savait que c'était la fin quoi, de Charlie. Alors après, pourquoi la fin? Ça, chacun a eu son explication. Moi, j'aime beaucoup celle que Cavana donne aussi pendant l'émission, justement, droit de réponse. Il dit quoi déjà? Il dit que peut-être, voilà, c'est plus adapté au public et que le public s'est lassé. Enfin, il reconnaît qu'ils ont peut-être fait des conneries, quoi. Et puis il y avait la concurrence de Libération qui montait, d'Actuel qui était sorti. Enfin, il y avait. Peut-être, ouais, Il ouais, ringardisait un peu la ouais. formule. C'est marrant d'ailleurs, parce que je ne sais pas si tu as lu le livre de Stéphane Mazurier sur Charlie Hebdo. Bien sûr, je l'ai lu. T'as Ouais. vu, c'est incroyable, parce que de temps en temps, il vend 3000 exemplaires, de temps en
entend 100 000, ça change de nom tout le temps. C'est assez marrant, quoi. C'est vraiment typique de la presse satirique qui... Et donc l'émission, comment alors Pollack t'appelle et il te dit... Ouais. donc, tu fais quoi, toi? Tu passes tes coups de fil? J'ai passé un coup de fil, quoi, puis ils m'ont dit OK. Oui. Voilà. Alors, Michel avait très peur de Choron, parce qu'il savait à quel point il pouvait picoler et tout. Et donc, c'était maladroit de sa part, il le met un peu derrière. Enfin, derrière, attention, hein, tout ça, c'était à 2 mètres, 3 mètres. Tout le monde était... En fait, ça avait l'air loin à cause des caméras, mais en fait, tout le monde était sur un... C'était pas plus grand qu'ici, hein, le plateau de droit de réponse. Et Bob était à la table, je crois. Ouais, à la table, à côté Il y avait un de mec de Gainsbourg, minutes. de Renaud. Il y avait un mec de minutes. Il y avait... Alors ça C'est leur a une pas idée à plu. toi, ça? Le mec Non, de minutes? ça, c'est pas une Mais parce idée que à toi, moi. tu as pas fait le casting. Non, moi, j'ai amené Charlie Hebdo. Voilà. Et toi, tu bossais pas alors à droit de réponse? Pas du tout, Mm. pas du tout. Il y avait Renaud, il y avait... Il y avait Renaud, il y avait Gainsbourg. Cabu, il y avait Jamais, il y avait... oui, enfin, il y avait toute l'équipe de Charlie, d'ailleurs, sauf Rézère. Il y avait... Pourquoi Rézère n'était pas venu? Il n'avait pas envie, je crois. Il a dit qu'il n'était pas là, mais je crois qu'il n'avait pas envie. Mais Rézère, tu sais, il était... Non, il n'avait pas envie. Et donc, écoute, voilà, il y a eu une bouteille de whisky. J'ai su il n'y a pas très longtemps comment elle était arrivée là. Alors raconte. En fait, parce qu'on a toujours accusé ce pauvre Carali. Oui. Non, c'était Choron qui l'avait amené. Choron, bah oui, ça m'étonne pas. Et moi, je n'avais pas capté, parce que j'étais un peu énervé ce jour-là, mais Michel avait vu, enfin, on lui avait dit que Choron avait... Donc, on avait un bar sur le plateau de droit de réponse. Et il y avait une fille superbe, magnifique, sympathique et tout, qui lui a dit « Va chercher la bouteille de whisky ». Donc, elle leur a demandé la bouteille de whisky, et puis ils l'ont donnée. Mais la bouteille qui était là, normalement, pour que l'émission. Non. Que Choron avait amené avant, en donnant à la Oui, gonzesse. Ah ouais, d'accord. non, qu'il avait amené Sous la table. sous la table, quoi. Donc, il a été repéré, et donc la fille a été le chercher, et a repris la bouteille de whisky. Et puis là, c'est là où Carali intervient. Il y a Choron qui dit à Carali « Regarde, va chercher la bouteille de whisky, elle est derrière le bis. » Et donc Carali y a été, et il a ramené la bouteille de whisky. Et ils se sont enfilés, voilà. C'est aussi bête que... Une bouteille pendant toute Je ne sais l'émission. pas s'ils ont... sont Enfin, ils mangés. étaient bien bourrés, quoi. Et Bob était pas bourré, ce jour-là? Ah bah Bob, il avait... Parce aussi qu'il avait l'air un peu picolé. énervé, quand même. Oui, oui, il était... Alors, je ne sais pas si tu l'as revu, cette émission, parce que... mais Je moi, l'ai j'ai revu au fait... moment où je faisais mon film sur Cavana. Ouais. Et, Moi, j'ai été invité à... Comment ça s'appelle, cette oui, émission Bobine, machin. Bobina, là, je t'ai Rambobina. vu, ouais. Et franchement, j'ai revu l'émission. Ouais, enfin, il n'y a pas de quoi, tu vois. Tu vois, il n'y a vraiment pas de quoi. On sortait vraiment de l'ORTF, quoi. Ouais. Oh là là. Il y a un cendrier qui a volé à un moment. Ah, non ça, c'était beaucoup plus tard. Et c'était un mec de Libé, d'ailleurs, qui était un peu shooté. Ah, c'était pas pendant cette émission-là? Pas du tout. C'était les 2 gros incidents, c'est ça. C'est le cendrier qui a volé, d'ailleurs, sur la main de mon fils, qui est à l'autre bout du plateau. Et ça, c'était un excité qui C'est pas n'était pas Pacadis, non? Alain Pacadis, le content. journaliste de Libé. Colpa, machin. Ah, Rémi Colpa-Copoul? Ouais. Et qui était un peu allumé, comme dit l'autre, et qui n'était pas content parce qu'il n'était pas invité. Il était invité d'un invité, quoi. Voilà. Et donc, il s'est appliqué sa crise. Et pendant des années, parce que TF1, en reprenant TF1, a repris toutes les archives. Et a interdit la diffusion de quelconque extrait de droit de réponse, sauf Charlie Hebdo, la bagarre et le cendrier. On n'a rien vu d'autre jusqu'à très récemment. Rien, c'était interdit à TF1. Parce que Bouygues n'a jamais pardonné à Pollack. Il venait de prendre sa place à TF1. En fait, il a eu l'antenne à partir de septembre 1987. Et lui, il devait mettre des antennes en place sur tout le territoire. Et l'autorité qui donnait cette antenne, qui donnait le droit d'avoir ces antennes, c'était... L'équivalent du CSA qui s'appelait... Voilà. Et donc, eux, ils ne pouvaient pas nous blairer, hein, parce que nous, de toute façon, personne ne pouvait nous blairer à droit de réponse. Donc, les politiques, tout ça, tout le monde nous... Ce qu'il faut dire, c'est que c'était l'émission la plus célèbre du PAF. Ouais. Vous faisiez des audiences de malades. Tout le monde regardait droit de réponse. Voilà, je vois encore des gens qui ont 50 ans maintenant qui font « Ah, comment ça ?» Bah oui, quand on était petit, on sortait après. Droit de réponse, c'est inouï, quoi.
Et donc, voilà, donc ça s'est passé comme ça. Parce et que c'était un moment de liberté totale. Ah ouais, totale. Enfin, quand même un peu contrôlé. Comment elle se Très montait, travaillé, hein, très travaillé. C'est-à-dire qu'il y avait des enquêtes de fond derrière. Quelquefois, je te disais tout à l'heure, il y avait 2, 3, 4 journalistes qui travaillaient pendant 2 mois sur un sujet. Je veux dire, on ne laissait rien passer. Et puis, ça envoyait du il y avait lourd, du enfin. travail. Tu te il y rappelles avait des du- missions où vous aviez révélé des choses ou Ben, des... en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que sur toutes les émissions, je l'ai déjà dit sur toutes, que ce soit, je sais pas quoi, moi, les jardiniers, les architectes, les notaires, enfin tout, il y avait derrière le financement des partis. Voilà. Et à chaque fois on tombait dessus, il n'y avait rien à faire, on tombait dessus. Eh ben, c'est pour ça que vous m'avez invité. On réfléchissait tout à l'heure. Moi, j'étais à Libération Voilà. et je faisais mes premiers papiers sur des affaires de corruption. Il y ben avait voilà. l'affaire de Toul. Qui s'est fait un ancien combattant, là, tous les deux. Mais ça y est, ça me revient, tu vois, la Voilà. mémoire. Et à chaque fois, on tombait dessus. Donc, si tu veux, c'était petit à petit, tu vois. Alors, je ne te parle pas de l'affaire médecin qui a fait tellement de bruit, ou Hersan, ou je ne sais quoi. Mais, Parce il y que avait rappelle-moi, les dates, droit de réponse, c'est de quand à quand? 81, 87. Ah, que ça a tenu 6 ans, quoi. Ouais. 6 ans et demi même. Moi, je rentre à Libé en 83. Bah voilà, 84. bah, tu as été invité. Comme on guettait les bons journalistes pour la revue de presse, et hop, par Non, ici. non, mais Mais c'est marrant parce que, on va arrêter de parler de droit de réponse, quoi. Mais je sais pas, on a eu Harlem Désir qui est venu en tant que jeune étudiant black qui cherchait un logement à Paris. Ah oui. Tu vois, on a eu vraiment des gens assez marrants. Et donc après, toi, quand le droit de réponse s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Ben, je souffle un peu parce qu'on bossait comme des malades quand même, 6 jours Mm. par semaine, 12 heures, 15 heures par jour. Donc, et puis après, j'ai recommencé une émission littéraire. J'ai une petite question. Est-ce que Pollack, quand il fait sa provocation, maçon, enfin, je sais plus la phrase qu'il met sur Bouygues, Non, c'est pas lui. La télé de Masson, enfin, c'était C'est un Plantu. dessin. C'est Plantu qui fait le, qui fait le truc. dessin, mais Pollack, parce Le que laisse l'émission passer, ouais. était en direct, donc il Ouais. pouvait pas. Ouais. Et il sent à ce moment-là qu'il va sauter, Ah, ou mais il on se le dit. sait, on le sait. Ah oui. On sait. Et on appelle Plantu parce qu'il y avait une tradition, le dessinateur en direct. En fait, il montrait ses dessins au réalisateur qui passait le dessin ou pas sur le débat. Il arrivait aussi avec des idées qu'il montrait au départ. Enfin bon, voilà. Et le dessinateur assistait au chemin de fer, enfin, à la préparation de l'émission. Et donc, on sait immédiatement, et donc on appelle Plantu, comme à chaque fois qu'il y avait un problème avec un dessin, et il y en avait parfois, le dessinateur revenait la semaine suivante, on refaisait un dessin, on le montrait, en général, il était encore pire que le premier, mais c'était des excuses. Boum. Et là, Plantu refuse. Ah oui. Et là, on lui dit, tu sais qu'on va sauter. Il dit, oh, ça va, vous dites ça tout le temps et tout. Bah voilà quoi. Parce que, donc après, ils ont dit que c'était Viaz et tout, mais c'était pas Viaz. Le pauvre Viaz, on savait que qu'on lui aussi était avait foutus. fait un dessin. C'est sur la dernière émission. Mais ce dessin n'a aucune importance. C'est le dessin de Plantu contre la CNCL qui a cassé toute l'émission. C'est sûr. Il disait quoi ce dessin? Ah, je me souviens plus Bon, je vais exactement. Non, mais je vois l'esprit. Enfin, c'est contre. J'ai un trou de mémoire. Là. Ça a Je tenté suis malade un au peu. business de Bouygues, quoi. Et c'est pour Ah bah ça que- totalement. Ça a Et il y avait tenté. une forme de soulagement chez Michel Pollack ou chez toi d'arrêter, ou ça a été un peu dépressif? Pour après Michel, je crois qu'il y avait un soulagement parce que je crois qu'il était fatigué. C'était un boulot dingue, cette émission. Et ensuite, Michel avait une particularité, c'est que lui, il serait voulu, il préférait être réalisateur et écrivain. Ouais. Journaliste, ça lui plaisait pas. Ça lui plaisait pas du tout. Et puis, c'est vrai qu'on était toujours sur le fil de rasoir. Hein. Je veux dire, combien de fois on s'est dit c'est la dernière, quoi. Mais vous avez amené un vent de liberté à la France des années 80. Enfin, c'était tellement fort, droit de réponse. Et tu te souviens, je t'ai appelé le premier jour où j'ai repris le média et je t'ai dit, Catherine, il va falloir que tu m'aides, parce que moi, mon kiff et mon ambition, c'est de faire un droit de réponse ici. Mais il faut trouver le lieu, il faut trouver... Ça te semble... Tu l'as, le lieu. Ouais. Il faut juste un peu qu'il se taise, quoi. Non, puis il faut un décor. Et attention, ce qui avait été très important à droit de réponse, c'était le nombre de caméras. On avait 6 caméras. Ouais. Autrement dit, et il y avait du monde. Hein. Ouais. Autrement dit, les réalisateurs qui étaient du Goffson et compagnie, c'était des génies. Ouais. Et Il en y avait régie, cette caméra qui rasait le sol avec le générique du début. oui, oui, la palette. Ouais. Et donc, ils rataient rien. Tu vois, la réaction de quelqu'un visuel et tout. T'as la régie derrière. Oui, la régie derrière, ils étaient extraordinaires, quoi. Parce qu'ils ne rataient rien. Tu vois, tu disais quelque chose, il y avait la réaction au bout de la salle, poum, on l'avait, quoi. Et en fait, il y avait avec le public, ça représentait combien de personnes à peu près C'était 20, 30, 40? Ouais, 30, 40. Avec le public. Ouais. Oh, parce que chaque invité avait droit à un invité.
Donc on va dire entre 40 et 50. D'accord, tu vas mettre 50 personnes ici. Oh, mais ils étaient tassés, hein. Ouais. Et il y avait combien d'invités chaque fois? Il y avait des invités principaux, 2, 3 qui parlaient. 10, une quinzaine. Et il y avait des sujets, où il y avait des fois des émissions spéciales sur un seul sujet. Autrement, il y avait 2 ou 3 sujets. Il y avait une chronique ça, c'est les livre. 2, 3 sujets, c'était les 3 premières émissions. Ouais. Après, ça a été terminé. Il y avait Michel qui parlait toujours d'un livre. Ouais. Il lançait des écrivains inconnus, comme Berberova à l'époque. Il m'a fait découvrir John Fante. Ben voilà. C'est en Tu vois, écoutant il disait, Pollack. j'en parlerai toutes les semaines jusqu'à ce que ce soit des best-sellers. Et il a réussi. Parce Voilà. que Fante, personne ne le connaissait en France. Personne. Non, c'était incroyable. Berberova, enfin, il y en avait beaucoup comme ça. Ouais. Donc oui, après toi, ça... Donc après, j'ai travaillé sur des missions littéraires avec Pollack. Mm. Ensuite, que j'ai fait un bouquin, j'ai fait... Et Bob, à ce moment-là... Ah non, Charlie Hebdo ressort en 92. Ouais, donc voilà. Donc Bob, il rentre à Charlie. Puis moi, j'ai fait des documentaires. Ensuite, j'ai fait une émission quotidienne avec Berkoff. Ensuite, je suis retourné à TF1 où j'ai fait 2 ans d'émission avec Tina Keffer. J'ai fait des documentaires, j'ai fait plein de trucs. Et puis donc Bob et à Charlie, ça se passe plutôt bien. Il reste chez lui, il dessine. Ouais, enfin ça se passe bien jusqu'à la guerre d'Irak, là où ça commence à chauffer. Non, mais Val nous admirait beaucoup à l'époque. Oui. Ouais. Et écoute-moi, encore aujourd'hui, il y a rarement des choses qui m'énervent, mais quand on me dit que Bob est antisémite, ça me rend fou. Non, mais parce qu'il y a encore des gens dans ces milieux-là, je pense à la nana, là j'ai oublié son nom, la copine de Philippe Val. Tu vois, c'est des gens que j'aime pas, donc j'oublie leur nom, donc peu importe. Il y a eu tellement de choses dites. C'est épouvantable. Est-ce que Bob en a souffert? Est-ce que toi, t'en as souffert? Oui. Bob, il était tellement en rage que la colère prédominait. Moi, c'était quand même, ça a été loin. Hein. Ça a été très loin, hein, franchement. Je me souviens, c'est une anecdote, mais ma fille avait un enfant à l'époque, un petit. Il y avait une babysitter dans son immeuble. Et la mère de la babysitter, tu vois, dans un dîner, elle dit, tiens, par hasard, comme ça, ma fille garde les petits-enfants de ciné. Quoi? Comment? C'est antisémite et tout. Et elle a reçu une paire de claques. Ah, carrément. Carrément. Donc tu vois, ça a été très loin. Et après, il se passe Charlie Hebdo, où ça se passe bien au début. Quand est-ce que ça commence à merder avec Val? C'est pas quand même... Je te dis, pour l'Irak, pour le fameux le référendum sur l'Europe, là, oui, non. Et en fait, Ciné prenait le contre-pied de Val de plus en plus. Quoi. Ça dérape aussi. Parce qu'il y a notre stupéfaction quand même. Et ça se passe. Donc, attends, l'histoire de Bob, c'est en 2008. C'est pas Clearstream, tu vas pas parler de ça, c'est autre chose. Non, les deux sont liés. En 2007, moi j'ai fait un grand article, d'article là-dessus dans Ciné Mensuel. Je me suis refarci tout Charlie Hebdo à l'époque pour revoir tout ce que Charlie Hebdo disait sur BHL. Il était traité par Philippe Val et tout. Philippe Val écrivait que dès qu'il arrivait on parlait de lui dans un amphi, tout le monde hurlait, etc. Il se foutait de sa gueule. C'était une tête de Turc. Voilà. Et tout d'un coup, en novembre 2007, si je ne me trompe pas, Philippe Val fait un truc sur un bouquin de BHL en disant le plus grand bouquin du siècle, quoi, quasiment. Et alors là, on est tous sur le cul, quoi. Et 2007, 2008, paf, on vire Ciné. Il y a Ciné dans sa zone. Alors, Ciné dans sa zone, à un moment, donc le numéro avant celui qui a fait tout péter, justement, il y avait l'affaire Clearstream. Et comme tu le sais, puisque je te l'ai longuement raconté, il y avait eu des réunions à Charlie Hebdo avec Richard Malka pour expliquer, qui était donc l'avocat de Clearstream et l'avocat de Charlie, pour expliquer que tu étais nul, que tu avais perdu tous tes procès, qu'il fallait circuler, il n'y a rien à voir. Et moi, je hurlais, parce qu'il venait toujours, il y avait une tradition, le 31 décembre, tous les Sharp et compagnie étaient tous à la maison. Et je disais, putain, vous allez faire quoi là? C'est pas possible de laisser assassiner comme ça un mec. Et donc... le mec, c'était moi. Oui, le mec, c'était toi. Donc, une fois de plus, Val a fait un édito absolument dégueulasse sur toi.
Et là, Bob a fait, bon, ça va être censuré, donc il a mis un truc noir à ton sujet, et ensuite il a parlé de Jean Sarkozy. Voilà. Et je pense qu'il a mis en rage. C'est Claire Strib. Je sais bien, je crois de savoir. Parce qu'apraprès, tout le monde a sauté sur l'anecdote sur Jean Sarkozy. C'était. Enfin, Jean Sarkozy, il disait, Bob, qu'il y avait eu l'histoire de la Vespa, où il n'avait pas. Bon, il s'était fait arrêter. Ensuite, donc, le fils il y avait eu. Voilà. Ensuite, il y avait eu l'histoire de. Il se mariait avec l'héritière d'Arty. Non, avant, il y avait. Tu sais, quand elle avait failli devenir dans les Hauts-de-Seine, président de je ne sais quoi. Il voulait oui, le fils de Jean Sarkozy. Donc, il y avait la Vespa, cette histoire. Et maintenant, il va se marier. Et donc, il reprenait une phrase parue dans Libé, comme quoi il allait se convertir au judaïsme. Voilà. Et ça se terminait. Donc, sur les 3 exemples, il ira loin, ce petit. Franchement. Il a gagné tous ses procès après. Il a tout gagné. Et Val, Et Charlie a été condamné. Et Charlie. Oh non, les gens ne savent pas, mais à quel point donc il a été viré, en gros, parce qu'il m'a soutenu. C'est pour ça que Bob, je lui serais éternellement reconnaissant de ça. Il a eu ce courage-là que d'autres n'ont pas eu. Tu fais chier, mec. Non, mais bon, en même temps, ça vous a fait du bien parce que ce qu'il faut dire, on tombe sur Ciné Mensuel, c'est qu'en sortant de cet épisode, vous créez... Enfin, ça nous a fait du bien, façon de parler. Hein. Ça nous a coûté 105 000 euros, 120 000 euros de frais de procédure, ouais. Ah oui. Ah oui, donc on a été effectivement... on a touché 90 000 euros. À la fin, vous touchez 90 000. Ouais. Ah, c'est un peu comme moi avec Clearstream, quoi. Enfin, voilà, donc tu touches, mais il manque quand même... voilà. Puis tu as perdu un an de ta vie aussi, hein, à te battre. Ouais. Moi, c'était 10. Oui, enfin, quand je dis un an, c'est plus que ça. Ouais, je sais. Et donc, toi, tu as... En fait, je t'ai jamais demandé... J'ai jamais eu cette discussion avec toi. Je l'ai eu un peu avec Bob, un peu avec Cavana et tout ça. Mais toi, parce que tu es toujours une combattante. Enfin, j'ai rarement vu une femme aussi. Tu étais toujours sur la brèche, enfin. Mais dans ta chair, tu as souffert de cette situation parce que tu étais ostracisée. Oui, puis mais... il y a eu au sein des dessinateurs des gens comme Charb, qui étaient vos amis et puis qui ont changé de camp. Enfin, ça devait être assez douloureux. Ça a été très douloureux et... Honnêtement, ouais, ça a été très douloureux. Bon, voilà. Et donc, vous décidez de faire Ciné Mensuel. Ciné Hebdo d'abord. Oui, Ciné Hebdo, c'était en quelle année Ciné Hebdo, septembre 2008. Donc c'est juste après le clash, quoi. Ah bah oui, c'est dans la foulée du clash. C'est l'idée de génie, quand même. Bah oui, mais ça, c'est l'idée de l'imprimeur et de quelques potes. Parce que nous, moi, j'étais à la retraite. Ah oui. Ah bah ouais, j'ai pris ma retraite à 60 ans, moi. Et bon, alors c'est vrai qu'on n'a jamais été riches. Hein. Mais là, alors il avait perdu Charlie, j'étais à la retraite, bon voilà. Et puis on se disait, on avait la maison dans notre petite banlieue. Ok. Puis lui aussi, il était à la retraite, donc on se disait, on va vivre comme ça, quoi, puis c'est tout. Et puis bon, on a lancé Charlie Hebdo grâce à notre imprimeur, Gilbert Pacaron. Je te bénis. Et puis ça a été, c'était incroyable. Parce que j'ai écrit dedans au tout début. Je faisais des petites chroniques. Et on a vendu 120 000 exemplaires du premier numéro, un truc de fou, quoi. Et qu'est-ce qui fait alors que comment le journal est fait de dessinateurs qui décident et de gens qui écrivent? Il y avait vraiment 2 camps. Il y avait Charlie Hebdo et puis il y avait Ciné Hebdo, quoi. C'était. Oui, parce que vous commencez à gagner du terrain, à vendre plus que Charlie. Ah oui. Oui, non, parce que je ne sais pas, les chiffres, c'est Riss qui le dit dans son livre, donc on va prendre le chiffre de Riss, qu'ils ont perdu 30 000 lecteurs quand même à la suite du départ de Bob. Alors, mais ils étaient de toute façon, Charlie Hebdo allait moins bien, hein, ça, de toute façon. Et puis... Val se barre en quelle année? J'ai écrit le bouquin, je me rappelle 2010, plus. je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, quand vous créez... Mais il a déjà, je veux dire, il est déjà dans la bande BHL, hein, Val. Donc, puis il rêve déjà d'être un notable et de... Voilà. Et enfin, il est en train, oui. Il se fait des gros salaires, il se fait des... à la fin de Charlie Hebdo, enfin moi j'ai fait mes petits comptes, enfin ce qu'aurait dû faire, enfin tu es au courant, mais aller voir juste les bilans et là tu t'aperçois que entre le loyer, les dividendes et le salaire, ça fait 40 000 euros par mois. 40 000 euros par mois, ce que Philippe Bel se prenait. Je sais parce que je me suis servi de ça dans mon Mohican, dans mon bouquin pour l'expliquer. Et moi évidemment j'ai fait fuite parce que ce mec est invité partout à la télé, tous les cirpompes en plus. Après il va à France Inter, enfin à Radio France. Tout le monde oublie ça. Il a
complètement pillé. D'abord, il a détourné l'héritage de Cavana. Il a pillé ce journal. Il l'a vendu comme une sorte de coquille vide à On va dire que Riss tu et lui en Charb. veux. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Je m'en fous Par complètement. exemple, ils avaient acheté les locaux. Cabu, Val, Maris et je ne sais plus comment il s'appelle le gestionnaire. C'était 4. Oui, le trésorier, là, je sais plus. Oui, que j'aime bien d'ailleurs. Et donc, Ils ont loué. Ils font une louaient SCI. 8 ou 9 000 euros par mois. Bon, ils avaient pris un crédit, mais quand quand l'affaire, même ciné, se passe, le crédit est déjà payé. Hein. Donc on aurait pu imaginer que quand le grand Val, se casse, parce qu'il n'était pas tout seul à toucher de l'argent, hein, Oui. et comme avait dit mon copain, hélas décédé, journaliste au Monde, je lui avais dit, mais ouais, bon, Marie, c'est... je sais plus Et Cabu son nom. Non, Le trésorier Cabu touchait la même chose que Val. Mais les trésoriers, c'est pas grand-chose, ils touchent... on dit, oh, t'as raison, ça fait juste 10 000 euros par mois. Et moi, je m'étais marié, je fais, ah oui, quand même, oui. Et donc... Le Monde avait sorti le papier, ce qui avait fait des dégâts quand même. Oui. Et tu avais bien idée, non? Oui, il m'avait énervé. J'avais repris ma casquette d'enquêtrice. Et donc, je veux dire, il part à France Inter, très bien. Personne n'était au courant, très bien. Enfin, nous, on l'avait sorti à Ciné Hebdo, qui partait à France Inter, mais personne n'était au courant. C'est pas très grave, moi, je le savais déjà. Enfin, nous le savions déjà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les caisses vides. D'accord. Mais il aurait au moins pu leur faire grâce du loyer. Bah non. Il a vendu les locaux. Donc il s'est refait retiroir caisse. Et Riss, et il cède ça à Riss et à Charb. Oui, avec des dettes. Voilà. Et il leur dit d'ailleurs, mais vous allez vous faire du blé parce que vous récupérez aussi Harakiri. Oui, enfin, c'est ce qu'ils espéraient. Ouais. Oui, c'est ce qu'ils espéraient. Et là, oui. Cavana Non, mais tombe de sa chaise. C'est là où moi je oui. rencontre Cavana, et il était d'une tristesse insondable quand il a vu ça, parce qu'il n'en croyait pas. Il n'arrivait pas à le croire que Richard Malka et que Val aient pu monter cette opération pour le spolier. Et c'était une mais sorte... c'était des grands innocents, je veux dire, entre Cavana, même Charles, je veux dire, le fric, il ne savait même pas ce que c'était, quoi. Et franchement, ils se sont fait avoir comme... voilà, quoi. Et là se passe évidemment le drame de Charlie Hebdo, avec la ça, mort c'est horrible. et on voit réapparaître dans les télévisions partout la pleureuse de Philippe Val qui vient faire des 48 heures leçons de après, morale ouais. et tout. Moi, ça m'a rendu dingue, ça. C'est pour ça que j'ai écrit Mohican. Bah oui, t'as bien fait. Et bon, bien mais fait. visiblement, ça prend du temps pour que les gens comprennent. Oui, enfin... Il y a encore des gens qui ne comprennent rien. Je me souviens des anciens de Charlie, des anciens copains qui me disent, bah tiens, justement, à une de tes expositions, un dessinateur qui vient vers moi, ouais, toi, tu passes au large, quoi. On t'embrasse pas, ça va pas, non? Oui, parce qu'il Et était resté il dit, mais j'ai rien compris. Je dis, bah, c'était pas la peine, on va pas le nommer, mais de faire des études, des hautes et des grandes études, de passer pour un grand intellectuel, si t'es même pas capable de comprendre l'affaire ciné, quoi. Non, mais c'est terrible hein, quand t'es lâché comme ça. Bon. Et puis bon, enfin bref, on va pas. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous faites Donc on fait Ciné Hebdo qui cartonne. Et pourquoi à un moment ça s'affaiblit? Qu'est-ce qui se Bah, passe? alors on en revient. Pourquoi un journal, boum, boum. Alors, en plus, on fait Ciné Hebdo, mais attends, moi, la presse écrite, je n'en ai pas fait depuis les années 60, tu vois. Bob, il n'a jamais géré un journal. Alors, heureusement, effectivement, il y avait une pétition à ce moment-là, et il y a plein de plumes qui se proposent. Et là, évidemment, de l'autre côté, on annonce qu'on va avoir tous les déçus de Charlie Hebdo, et merde, tu vois, il voit un casting qui était quand même pas mal. Ouais, 50 personnes, dont des grosses pointures. Voilà. Mais, et puis, alors, le rythme hebdomadaire, pour des vieux comme nous, c'est affreux. Hein. Ah bah oui. Parce que ça a l'air de rien, mais faire une couche, c'est pas facile. Hein. Et là, ça devenait le bagne, quoi. Tu vois, c'était vraiment le bagne. Et puis, peut-être, on n'aurait pas été... Enfin, bon, voilà, les gens nous ont plus suivis. Et on a arrêté. Et, Vous avez tenu combien l'hebdo? 2 ans? 1 an et demi, de septembre à fin avril. Et ensuite, l'année suivante, on est reparti là-dedans. En fait, on ne devait pas s'en occuper du tout. Puis on s'en est occupé parce qu'on s'est aperçu que les personnes qui avaient pris, enfin qui devaient le faire, n'étaient pas à la hauteur. Et donc, rebelote, on a lancé ça, on a fêté quand même
Les 10 ans. Les 10 ans l'année dernière, donc ça fait 11 ans entre le premier ciné hebdo et maintenant. Et la courbe des ventes, c'est comment? C'est d'un numéro à l'autre, ça évolue ou il y a c'est il y a ascendant, il y a des pointes comme ça, sinon c'est assez régulier. On a vraiment notre fond de commerce, si je puis dire, de nos lecteurs qui nous aiment beaucoup, mais qui ne sont pas tout à fait assez nombreux pour faire exactement ce qu'on voudrait. Voilà. Et donc, c'est la bagarre permanente, d'où l'appel à fond, là, récemment, qu'on a lancé. Mais qu'on mettra à la fin de l'émission voilà. l'adresse où il faut c'est plus faire des dons. dons. Faire des dons, ouais, super. Parce que c'est défiscalisé aussi. C'est défiscalisé, oui, 66,33, enfin 2/3, quoi. Et toi, tu tiens la rampe toujours? Tu as envie de continuer et tout? Ou tu cherches à déléguer un peu? Comment Non, alors, d'abord, Bob m'a demandé de continuer. Donc j'ai continué. J'ai pas réfléchi. Oui. Et donc j'ai pas réfléchi et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors je sais pas s'il pensait à moi ou s'il pensait au journal. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de devoir dès le lendemain de l'enterrement être au boulot. Ça m'a fait du bien, ça m'a tenu, ça m'a permis de résister au tsunami qui était ma vie à ce moment-là. Et puis, parce qu'en plus, il y avait les enfants, les petits-enfants, et tout le monde était vraiment dans des grosses douleurs, parce que dans la famille, Ciné, il était adoré, et puis la famille, c'était quelque chose. Ouais, je sais, je vous ai vu. Et donc, je l'ai fait. Et j'ai une petite équipe formidable autour de moi. Et puis, voilà, puis je bosse, et puis ça tient à l'alerte, quoi, tu vois. C'est bien, quoi. Il sort quand le prochain? Il est sorti aujourd'hui. Ah oui, donc il sort dans... Il est sorti aujourd'hui, celui-ci. D'accord. Et le prochain va sortir début novembre. Attends, je me plante pas. Début décembre maintenant. Oui. Début décembre. Moi, j'aurais pas dû picoler hier, tu vois. Catherine. Voilà, et puis on fait plein de trucs, on s'amuse bien, on a plein de gens qui sont venus nous rejoindre, comme Guillaume Meurice, comme oui, j'ai vu que Guillaume Meurice était là. Pelou est passé chez nous. Là, on va avoir Pierre-Emmanuel Barré qui va arriver. Il y a François Morel. Ouais. La Claftine qui est toujours là. Ah, elle est formidable, la Claftine, j'adore cette homme. Isabelle Alonso. Donc c'est à la fois un journal féministe, un journal écolo. On fait beaucoup d'écologie, ouais. On fait aussi tout ce qui concerne le travail. Et toi, tu as toujours voulu faire des enquêtes et des choses. C'est assez compliqué à trouver des bons journalistes qui enquêtent ou Non, alors. Là, on ne fait pas de l'enquête au sens où toi et moi, on aime ça, tu vois, sur des mois et des mois, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens. Je veux dire, nous, on n'a pas les moyens d'envoyer quelqu'un pendant 2 mois, 3 mois, c'est pas possible. Ben oui. Donc, on fait... Mais comme on a un réseau, parce que ce journal, il a une particularité. Il y a quelques journalistes, bien sûr, mais il y a aussi des scientifiques, des historiens, des économistes, des gens de chez Attac, tu vois, des écrivains, des éditeurs, enfin, il y a vraiment il y a une super interview de Lydie Salver. T'as vu, c'est chouette. Ouais. Elle est formidable, cette femme. Et donc, tout ça, nous, on a une réunion de rédaction par mois. Où Véronique Brocard, l'ancienne de Libé. Véronique. Salut Véronique. Ouais, salut Véronique. Elle est toujours avec moi et c'est vraiment un plaisir de travailler. Martial aussi de Besançon. Oui, c'est vrai qu'il... Ouais, il intervient beaucoup sur les réseaux. Ouais, mais en fait, il est prof, il est formidable. Puis alors, le grand plaisir, c'est aussi de découvrir des dessinateurs, des nouvelles plumes, comme... je ne sais pas si tu as vu, on avait une dénommée Geoffrine de Nadieu, c'est juste formidable ce qu'elle écrit. Tu l'as lu son livre? Non, j'ai pas lu son livre. C'est formidable. Donc elle fait des nouvelles, puis elle va commencer à écrire parce qu'elle a été en promo. Enfin, tu vois, il y a des gens comme ça que tu es content de rencontrer. Alors, je tombe sur la page de mon copain Yann Lindingre. Ah oui, Lindingre. Alors, il écrit aussi bien qu'il dessine. Ouais. Il est fort, Yann. Oui, puis ça lui fait du bien d'avoir lâché le flux glacial. Là, c'était un peu compliqué. Oui. Et puis, il y a Delfeuille. Delfeuille, mon ami Delfeuille. Alors, Delfeuille, c'est marrant, il vient à chaque bouclage et on choisit les dessins ensemble. Ah oui, putain. Comme il faisait à Charlie, à Rakiri. Et je crois que, franchement, alors on est avec le directeur artistique, bien sûr, et puis avec Delfeuille. Alors là, quelquefois on est d'accord, quelquefois pas. Enfin, c'est rigolo, quoi. Il y a là, je prends le Delfeuille. Il y a Berroyer aussi qui écrit. Berroyer, il va bien, Berroyer, au fait? Il a eu des petits pépins. Non, ça va. Berroyer, enfin, moi j'adore tout le monde. Enfin, il y a l'évêque aussi qui est là. Je voulais lire, tu crois que je le lis, Delfeuille de Thon et Brigitte qui déprime?
Tu veux le lire? Ouais. Bah vas-y. Ou on peut le lire tous les deux, on essaye. Ah bah, Faut que tu mettes tes parce lunettes. que moi, sans lunettes, Attends, je te aveugle. rattrape ton... Oui, s'il te plaît. Parce que j'ai commencé à lire, ça m'a fait marrer. Et alors toi, tu fais on va faire comme dans l'émission de Meurice, tu sais, tu fais la nana J'arrive. et je fais le mec. Donc c'est Ouais, Brigitte mais attends, si j'ai pas mes lunettes, on va rien faire du tout. Mais j'ai pas mes lunettes. J'ai dû les laisser. Ah si. Allez, hop. Tu veux Alors faire ça le titre, c'est Delfeuille de thon et Brigitte qui déprime. Il fait une série sur Brigitte depuis quelques Ouais, donc mois. sur Brigitte Macron. Et là, la petite phrase du début, c'est « Les Macron ont dîné mornement, ils prennent le café dans leur petit salon de l'Élysée. Elle. Je vais retourner à la maison, Mais nous y sommes. dans notre appartement. C'est ici notre appartement. Ne fais pas celui qui ne comprend pas. Dans notre appartement d'avant l'Élysée. Ici, pour moi, c'est mort. Tu me laisserais tout seul. Quand je te faisais jouer le Cid dans ta jeunesse, je me sentais chimène. Quand tu joues président de la République, tu n'es pas mon héros. Tu veux me reprendre le rôle? Je ne suis plus un enfant. Tu me fais l'effet d'un vieux politicard. Le peuple ne te suit pas. Ils gênent chacun leur tour. Toi, tu causes. On ne sait pas ce que tu as dit. C'est n'importe quoi. Tu vas finir par perdre jusqu'au milliardaire. S'ils croient pouvoir trouver mieux, cela. Leurs épouses, je n'en peux plus. Leurs épouses, je n'en peux plus. Les femmes de chefs d'État, je n'en peux plus. Les princesses, ces sourires, ces conversations creuses. La présidence n'est pas mon truc, ni le tien, tu te gâches. Il va pourtant bien falloir que j'y repique pour 5 années. Allons, Brigitte, 7 ans, c'est pas la mer à boire. Pour moi, si. Les robes courtes, terminées. Porte des robes longues. Les talons aiguilles, terminé. Ils te vont magnifiquement. Terminé. Je veux des talons plats. Je veux porter des jeans. Porter des jeans à l'Élysée, mais tu n'y penses pas. C'est bien pour ça que je m'en vais. Je pars demain. Je rentre chez nous. Reste à faire le pitre si tu veux. Moi, je n'ai rien demandé aux Français. Je ne leur ai rien promis. Ils ne te supporteront pas en jean. Ils ne me verront pas. Je disparais en talons plats et en jean troué. Troué? Oui, mon petit Emmanuel, troué. Et tu ferais bien de quitter tes costumes ridicules. Tu es étriqué là-dedans. Comment veux-tu que je m'habille? En short, les jambes tatouées. Ma femme tatouée aussi, j'imagine. Tu imagines bien. Les électeurs, je les emmerde. Les gilets jaunes, ils n'ont qu'à se teindre en rouge. Ne parle pas si fort, les RG vont nous entendre. Et finalement, ça s'arrange entre eux. Voilà. Ah, c'est Delfeuille de thon dans le texte. Delfeuille qui chronique Nouvel Obs. Ça, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu le jetteras La un vie au œil. C'est cimetière. écrit d'une manière extraordinaire. Lara Smith. Ouais. Écoute, Catherine, moi j'étais super content de te recevoir. Il faudrait qu'on fasse des associations avec vous, enfin qu'on trouve si des tu veux, trucs. ouais. Parce que vous faites pas de vidéos, vous? On fait des petites vidéos de nos interviews, c'est tout. D'accord. Écoute, Tu vois, ça, par exemple, c'est Martine Laval. Elle s'occupait des livres à Télérama. Elle a tout planté. oui, je me souviens, je Elle connais est sa géniale, signature. cette fille. Ouais, Elle est je sais, géniale. je Elle a sais. sorti une collection de livres absolument géniale. Parce que notre page art, la bazar, comme on les appelle, c'est bien, quoi. Et il y a Noël Godin qui est là, l'entartreur. Ouais, et puis, Jean-Pierre il y a le dessin de Brixou. Willem, qui Ah, est quand oui, même... le dessin de Willem. Je sais pas s'il pourrait passer ce genre de dessin ailleurs. Hein? J'en sais rien. Quand, après la mort de Bob, un jour, je le rencontre dans une expo, il me dit bon, Catherine, je dis ouais. Il fait je peux continuer mes petites cochonneries. Je lui dis ta page, c'est ta page. Mais il y a aussi des dessinateurs qui sont vachement importants. Hein. Parce que tu vois, moi je suis vachement fier d'avoir des Michael que personne ne connaissait. Enfin, vraiment, les Willis de Tunis, tout ça, c'est des LB. Et puis évidemment, Bert, Gio, etc. Mais franchement, les dessinateurs, ils sont top. C'est Faut un pas les ordre. oublier. Il faut aller acheter Ciné Mensuel. Et Tu et vois puis entre les couvertures. on se revoit. Et là, c'est un peu la tristesse. Il faut aller aussi Ouais. aller acheter Ciné Madame, parce qu'il est collecteur. C'est pour l'instant le dernier, mais peut-être qu'avec toi, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Catherine. Merci, je suis vraiment Denis. ravi. Moi aussi, je suis ravi de t'avoir vu. Je te fais une bise. Et à la prochaine. À la prochaine, merci. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour faire monter la vidéo. Et pour faire un don, vous pouvez cliquer sur « Soutenez » juste après sur l'écran de fin.